également par des maladies locales. La République démocratique du Congo, frappée par une forte épidémie de choléra, 20 des 26 provinces que compte ce pays, frappées par cette épidémie qui affiche déjà plus de 500 morts. Les organisations internationales, aux côtés du gouvernement congolais, essayent de s'organiser. Dans cette édition également, nous vivrons les conséquences de la gestion du secteur de transport urbain au Cameroun. Les ex-employés de l'Obus ont marqué un mouvement de grève aujourd'hui à Yaoundé. Ils revendiquent pas moins de 16 mois d'impayés de salaire et de droits sociaux. Mais la question dans cette édition du 20h, pourquoi le Cameroun semble avoir échoué dans le secteur du transport urbain? Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. À nouveau, bonsoir et bienvenue. On ouvre ce journal par ces textes signés du président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, qui décide pour la première décision, vu l'arrêté du 26 mai 1995, portant création du journal L'Anecdote, vu le statut particulier du groupe L'Anecdote, vu le règlement intérieur, vu l'organigramme du groupe, vu ses attributions, vu les nécessités de service. Le président directeur général du groupe L'Anecdote décide, article 1er, M. Oona Martial Tadé, journaliste, est pour compter la date de signature de la présente décision, nommé rédacteur en chef à Satellite FM. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages prévus par le règlement intérieur. Article 3, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur des affaires financières et comptables, le directeur, chef de service du personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision, signée le président directeur général Jean-Pierre Amougou Belinga. Autre décision du PDG du groupe L'Anecdote, article 1er, M. Niemek Pierre est pour compter la date de signature de la présente décision nommée chef service du personnel en remplacement de Mme N.J. Lovelin, épouse Commet. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages prévus par le règlement intérieur. Article 3, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines et le directeur des affaires financières et comptables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Jean-Pierre Amougou Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, qui décide également, article 1er, M. Mbida Romeo Syriac, journaliste, est pour compter de la date de signature de la présente décision nommée directeur chef des chaînes à Satellite FM. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages prévus par le règlement intérieur. Article 3, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur des affaires financières et comptables et le chef des services du personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Autre décision, article 1er, M. Minko Serge Francis est pour compter la date de signature de la présente décision nommé chef service de l'administration en remplacement de M. Ondoa Jean-Marie. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages prévus par le règlement intérieur. Article 3, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur des affaires financières et comptables et le chef des services du personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision signée Jean-Pierre Amougou Belinga. Voilà pour ce qui est de ces différentes décisions. Parlons actualité maintenant avec cette mobilisation autour du World Trade Center, ce qui en reste du côté de New York. Plusieurs Américains, plus du millier, se sont mobilisés. Ce sont les proches des familles, des survivants, les proches des secouristes décédés, des secouristes également et plusieurs autres personnes pour rendre hommage et se souvenir justement de cet attentat difficilement vécu par les États-Unis et par le monde. À cette occasion également, les cloches ont retenti lors de la prononciation des noms des plus de 3000 victimes enregistrées lors de cet attentat. Et ce 11 septembre, vous le savez, est journée du souvenir, mais journée mondiale de lutte contre le terrorisme, le continent africain qui s'interroge et qui subit depuis plusieurs années maintenant les affres des actes de terrorisme avec des cas récurrents. L'Afrique victime ou responsable, la question reste encore posée étant donné que les différentes mobilisations tendent à faire croire ou à dire que l'Afrique est victime d'une guerre qu'elle n'a pas forcément provoquée. Mathieu Wamba. Le 11 septembre 2001, le monde était secoué par un attentat spectaculaire aux États-Unis d'Amérique, attentat qui avait frappé les tours jumelles du World Trade Center. Un acte revendiqué par Al-Qaïda, une organisation terroriste dirigée par Osama Ben Laden. Une journée noire pour l'Amérique, mais également pour le monde occidental qui était confronté plus que jamais là
à une nouvelle forme combattante de l'ennemi, liguée contre ses intérêts. Les attentats du 11 septembre ont eu la particularité, n'est-ce pas, de rapprocher des superpuissances qui étaient déjà quelque peu en divergence. 16 ans plus tard, même avec la mort de Ben Laden au Pakistan, rien n'a vraiment changé. Sinon empire, car cette guerre jadis lancée contre la toute-puissante Amérique est devenue une guerre et un phénomène international. Le monde entier vit les secousses du terrorisme, ce que nous appelons terrorisme contemporain, qui, de mon point de vue, ne cesse effectivement, n'est-ce pas, de s'accroître en dépit des coalitions contre le terrorisme, justement. L'Afrique jusque-là épargnée est depuis 10 ans en proie au phénomène au Maghreb et tout récemment dans la bande sahélo-saharienne. Aujourd'hui, c'est justement la résultante, n'est-ce pas, de la force qui existe, ou du rapport de force qui existe entre l'Occident et l'Asie. Et l'Afrique subit tout simplement les conséquences. Il faut donc, dans un premier temps, que les Africains eux aussi contribuent à résoudre un certain nombre de problèmes en Asie. Une journée pendant laquelle la solidarité et l'entraide devraient prévaloir pour venir à bout d'un phénomène qui n'épargne personne et crée la désolation dans plusieurs régions du globe. À nouveau frappé hier dimanche, c'est la Somalie qui a subi encore les attaques terroristes revendiquées par le groupe El-Shebab. On parle de 4 morts et environ 13 blessés. C'est dans le centre du pays au moment où le continent africain, du moins une partie de ce continent, essaye de se mobiliser à travers le G5 Sahel. Karine Okomo. Encore une attaque de plus en Somalie. Cette fois, c'est la ville de Beledweyne dans le centre du pays qui a été le théâtre d'un attentat suicide ce dimanche. Au moins 4 personnes ont été tuées et 13 autres blessés ont été enregistrés dans cette explosion. L'attentat a été revendiqué par les insurgés islamistes Shebab dans un communiqué posté sur le site internet de leur station radio. Les assaillants ont également revendiqué l'explosion du quartier général des apostats ayant causé la mort de plusieurs soldats du contingent de Djibouti. Il y a quelques jours, des soldats de l'armée régulière ont été tués dans une attaque contre leur base située à Bulogadoud, dans le sud du pays. Rappelons que les Shebab mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides dans le pays depuis la perte de leur bastion en 2011, ceci malgré le soutien de la communauté internationale et de la force de l'Union africaine en Somalie. Et l'Union africaine qui est toujours dans la recherche des voies de sortie de crise en République centrafricaine. Les réflexions autour de l'opérationnalisation de la feuille de route de l'initiative de l'Union africaine. Les travaux se sont ouverts aujourd'hui à Bangui, en RCA justement. Il est question de mettre en place ces mécanismes qui devraient permettre la paix pour tous les Centrafricains. Véronique Boudou. La paix n'a pas de prix. Mais la paix est totalement exigence. C'est pourquoi, à vous membres de ce panel, je voudrais, au nom de tous mes collègues des pays membres que j'ai cités tout à l'heure, je voudrais vous recommander la cohésion et l'unité, la probité morale. C'est en ces termes que le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a ouvert la réunion portant sur l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Une occasion d'identifier les différents paramètres à retenir pour le recadrement du processus de dialogue à travers l'agenda présenté dans la feuille de route. Unique document de référence pour la promotion de la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Il est donc grand temps de passer à l'action. Si nous voulons ramener la paix, il faut d'abord poser certaines balises. La paix ne peut pas être ramenée sur toute l'étendue du territoire en 48 heures. Rappelons que cette réunion survient après celle tenue à Libreville le 17 juillet dernier, dont l'objectif est de rechercher davantage des voies et moyens pour aider la République centrafricaine à sortir de la crise sociopolitique.
Les préoccupations du Tchad, quant à elles, ont un rapport avec le plan d'émergence de ce pays. Comment y parvenir avec le passage difficile de cette période marquée par la crise économique, chute du prix du baril du pétrole obligeant le Tchad s'est engagé dans une opération de séduction et de collecte de fonds à l'étranger. La première initiative a eu lieu, vous vous souvenez, du côté de la France et on le sait déjà, le Tchad est allé au-delà des attentes souhaitées. Plus de 3 000 milliards finalement sont annoncés dans cette cagnotte pour ce plan de développement économique qui devrait s'étaler sur 5 ans, Sidoine Monkam. Ces derniers jours ont particulièrement été fructueux pour la République du Tchad. Après avoir fait plus que carton plein au bout de 3 jours d'une opération de séduction auprès des investisseurs internationaux à Paris, le gouvernement tchadien a finalement obtenu 20 milliards de dollars de promesses d'investissement, soit 10 897 milliards de francs CFA. Un résultat largement au-dessus des attentes. Les promesses affichées par les 5 000 partenaires publics et privés au cours de cette rencontre de Paris ont permis de planifier de nombreux projets comptant pour le plan de développement quinquennal 2017-2021 du pays. Le cas par exemple de l'Union européenne qui promet 925 millions d'euros, tandis que la Banque mondiale annonce 214 millions de dollars au titre de l'année en cours. La France, quant à elle, apportera 223 millions d'euros. Des contributions devant permettre de remonter l'économie du pays, déjà très affectée après la chute des coûts du pétrole, représentant plus de 70% des recettes budgétaires. Une situation qui a contraint le gouvernement à prendre des mesures d'austérité, suivies des conséquences notamment sur le salaire des fonctionnaires, réduit de 200 000 à 150 000 francs CFA, avec de nombreux aérés, créant un malaise social dans le pays. Le gouvernement entend ainsi, grâce aux fonds collectés, engager un programme d'investissement massif à travers la mise sur pied de nouvelles infrastructures devant contribuer au développement du pays. Cependant, ces financements obtenus auprès des bailleurs de fonds internationaux devront entièrement tenir la promesse des fleurs pour éviter qu'ils ne produisent de nouvelles dettes dans ce pays classé au 3e rang des pays pauvres au monde et en proie à de nombreux problèmes, notamment la violation des droits humains et le terrorisme. Et ces chiffres qui donnent pratiquement froid au dos, ils viennent de la République démocratique du Congo et concernent une épidémie de choléra. On parle de 20 provinces sur 26 qui sont touchées, 25 000 cas, plus de 500 morts déjà enregistrés. Grosse inquiétude du côté de Kinshasa, avec également les inquiétudes de la communauté internationale, toutes ces structures engagées pour essayer de repousser cette épidémie de choléra. Vanessa Bindi. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, depuis quelques années, le choléra est devenu un problème majeur de santé publique en République démocratique du Congo. 20 des 26 provinces que compte le pays sont déjà touchées jusqu'ici par cette épidémie. Le Nord et le Sud Kivu, la Tanganyika, sont les principales provinces charnières de cette épidémie, dont la progression rapide est qualifiée d'inquiétante par les autorités sanitaires. À ce jour, 2400 cas suspects ont déjà été signalés dans la seule province du Sud Kivu, à l'est du pays. Le facteur aggravant de cette situation, c'est la crise économique que traverse le pays, car celle-ci rend encore plus vulnérable le large pan de la population. Nous n'avons pas de robinet ici. Nous buvons cette eau et nous y faisons aussi les tâches ménagères. Néanmoins, les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé ont pris la décision en fin de semaine dernière de mettre sur pied un plan de riposte pour stopper cette épidémie. Et la première mesure est ce financement de l'OMS à hauteur de 400 000 $. Nous avons travaillé sur un schéma directeur pour intervenir sur le réseau. On a pu mettre en place la première phase des travaux qui consistait à un peu plus de 2,5 km de pose de tuyaux et un réservoir de 500 m3. Rappelons qu'en 2016, 700 décès de suite de choléra avaient déjà été enregistrés en République démocratique du Congo, où la majeure partie de la population vit dans la pauvreté et la promiscuité. Parlons de cette visite de travail du président de la Guinée-Bissau, José Manuel Vaz, pour une énième fois au Congo. Visite de travail, dit-on officiellement. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre les deux pays, mais surtout le compte rendu de la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise en Libye, entre autres sujets évoqués par les deux personnalités. Pascal Ngangandiaï pour le compte rendu.
C'est sous le coup de l'après-midi que le président José Mario Vaz de la République de Guinée-Bissau a été reçu à l'aéroport de Maya-Maya de Brazzaville par le Premier ministre de la République du Congo, Clément Mwamba. Le président José Mario Vaz, dont ce n'est pas le premier séjour en terre congolaise, a placé cette visite dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères qui, depuis quelques années déjà, cheminent ensemble dans le cadre de l'intégration africaine. Dans la journée de demain mardi, le chef de l'État bissau-guinéen, José Mario Vaz, présidera au palais du peuple de Brazzaville la cérémonie de décoration de son homologue, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Restons là-bas du côté du Congo-Brazzaville avec ces récompenses et ces décorations attribuées à quelques personnalités de la République. Décision du président Denis Sassou Nguesso. Parmi les personnalités, vous allez le voir, le ministre des Postes et Télécommunications qui vient également de recevoir sa médaille. Jean-Pierre Noy nous parle justement de ces décorations. Léon Juste Ibombo, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, vient d'être levé à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais. Il vient de recevoir sa distinction, cérémonie présidée par le grand chancelier des ordres nationaux. Nous vous faisons officier dans l'ordre du mérite congolais. Applaudissez quand même. Merci. Nommé au grade d'officier par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le récipiendaire a tenu à remercier qui de droit. Les sentiments qui nous animent sont les sentiments de grande gratitude. Grande gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, honorés. Changement de décor, cette fois, c'est la grande cour du ministère. Certains collaborateurs du ministre, Léon Juste Ibombo, ont également reçu des décorations à titre normal cette fois. Et c'est le patron des lieux qui va se charger de l'exercice à la grande satisfaction. Je remercie le ministre Léon Juste Ibombo d'avoir positionné ma candidature. C'est un sentiment de bonheur que d'être honoré à ce niveau-là par les plus hautes autorités de l'État. Son Excellence Denis Sassou Nguesso vient donc ainsi de décerner des distinctions honorifiques à certains cadres nationaux pour des services rendus à la nation. Parlons encore de tensions sociales au Cameroun. Cette fois-ci, les ex-employés de la société Le Bus étaient en colère. Ils ont d'ailleurs barricadé l'entrée principale de la base de l'entreprise Stessi qui s'occupe actuellement du transport urbain dans la ville de Yaoundé. Ils revendiquent pas moins de 16 mois d'impayés de salaire et leurs droits sociaux. Ils avaient déjà manifesté il y a cela quelques jours. Ils sont revenus à la charge. La colère a quelque peu été tempérée par la descente sur le terrain de quelques autorités administratives. Florent Zanga. Le chef de l'État, au lendemain de la première grève, a ordonné, pendant que nous étions en cellule, a ordonné qu'on nous libère, qu'on paye nos droits. Ras-le-bol des ex-employés de la société Le Bus, ce lundi au siège de Stessi, la nouvelle structure qui gère le transport urbain à Yaoundé. Le délégué du gouvernement est venu ici, il a fait une réunion ici à Tic Le Bus. Nous demandons de rester tranquilles avant que la nouvelle société n'entre, ils vont nous payer et que le gouvernement a donné tout jusqu'à la CNPS pour qu'on nous paye et qu'on ne peut pas nous enlever d'ici sans qu'on nous paye. Donc, quand on parle du liquidateur, ils ont déjà tout pris, voilà une nouvelle société, nous sommes dehors. Le site-ci nous appartient, c'est pour ça que nous sommes ici. Ils étaient une vingtaine à avoir pris d'assaut l'entrée de la structure pour mieux se faire entendre. Ils disent avoir usé de toutes les voies de recours pour entrer dans leurs droits depuis des années sans suite favorable. C'est vendredi qu'on nous présente une lettre, une décision de nomination d'un liquidateur de l'entreprise qui est signée depuis janvier, le 4 janvier. Alors, le liquidateur, il vit où? Ses bureaux sont où? Nous ne savons pas. L'État leur doit 16 mois de salaire impayé. Leur mouvement d'humeur, sous le regard impuissant du personnel de la société Stessi, pour une énième fois visé à se faire entendre par les autorités et à prendre le peuple à témoin. Il faut que le peuple sache qu'on nous a mis dehors ici.
Nous avons 16 mois d'arriérés de salaire. À l'heure où on nous met dehors, on n'a pas 100 francs dans la poche. Pendant près de 4 heures, la société est restée paralysée, tous les bus immobiles. Après de longues négociations entre le sous-préfet et les ex-employés de l'Obus, le premier bus sortira finalement pour effectuer sa tâche quotidienne. J'ai attendu le bus pendant près d'une heure de temps et ça m'a causé vraiment de très grands préjudices au niveau du lieu de service. Les ex-employés de la société Lobus, incapables d'assurer l'éducation, la santé et les autres besoins primaires dans leur famille, interpellent le ministre des Finances. J'ai construit une famille qui est détruite. J'ai 3 enfants, je ne sais pas où ils sont. J'ai une épouse, je suis au tribunal pour divorce. Il faut que les autorités sachent ça. La prochaine fois, il n'y aura pas de banque ici pour barrer. Il y aura nos corps. Vous allez faire ce que vous voulez. Nous sommes nous aussi des Camerounais. On n'a ni emploi, on n'a ni salaire, on n'a ni... Faites quelque chose pour nous. Une situation de plus et de trop qu'ils entendent porter à l'attention du chef de l'État. Allez écouter justement ces ex-employés de l'Obus. On a l'impression d'écouter les ex-employés de Sotuc qui tenaient pratiquement le même langage, qui portaient les mêmes revendications. Souvenez-vous que c'est en 1995 que la Sotuc mettait la clé sous le paillasson. Depuis la Sotuc, l'Obus et aujourd'hui Stécie, on a l'impression de ne pas être sorti de l'auberge. Et du coup, beaucoup parlent de l'échec du système de transport urbain dans les villes camerounaises. C'est l'enquête de Nathan Amoukou. Cela fait exactement 22 ans qu'Abba Abada, ancien cadre de la société de transport urbain camerounaise Sotuc, a abandonné son poste de responsabilité pour se reconvertir à l'éducation. Receveur à l'époque, contrôleur, exploitant et régulateur, il nous dévoile ici les causes du décès de la Sotuc. Vraiment une mauvaise... Il y a eu les anciennes bus qui venaient qui n'étaient pas tout à fait fiables par rapport à nos routes. Bon, en dehors de ça, il y avait aussi une mauvaise gestion et il y a aussi eu le manque de subventions à un certain moment. Bon, c'est tout ça qui a vraiment fait en sorte que la Sotuc ait vraiment des difficultés. De la Sotuc à Tessie, passant par le bus, les mêmes causes semblent produire les mêmes effets. Ils exploitent mal et que si la gestion reste de même, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer et que cette société risquera toujours d'avoir les mêmes problèmes. Et pourtant, selon lui, la mort de la Sotuc après des décennies de gloire aurait déjà amené les autorités compétentes à poser un vrai diagnostic. La société même ne crée pas leur comment je peux appeler, leur ligne d'exploitation. Elles ne font que utiliser les anciennes lignes. Par contre, ces anciennes lignes ont été faites avec... c'était dans le temps où la population n'était pas déjà si grandiose. Mais vous voyez donc qu'eux, ils continuent à exploiter ces mêmes lignes. La forte croissance démographique des pays en développement est également à l'origine des difficultés que connaissent les habitants dans leurs besoins quotidiens de se déplacer. Ceci montre pourquoi la question des transports constitue une des préoccupations majeures des pouvoirs locaux, car elle correspond à une forte demande sociale. Dans ce chapitre concernant le transport urbain, on ira voir comment on se débrouille du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, en rappelant qu'en 2016, le ministre du Développement urbain avait indiqué que les problèmes de transport urbain allaient relever du passé à partir de 2019, dans quelques mois maintenant, avec l'arrivée au Cameroun des tramways. À cette occasion, le ministre avait défini les différentes lignes d'exploitation des tramways dans les principales villes du Cameroun, avec bien évidemment quelques lignes également de transport urbain dans quelques chefs-lieux de région au Cameroun. Jusqu'à présent, pas d'indication concernant la construction des lignes de ces tramways au Cameroun. Parlons d'éducation à présent avec une rentrée pas comme les autres. Ce sont les malentendants, comme on les appelle globalement. Ils présentent quelques déficits auditifs. Ils sont généralement élèves dans une école située au quartier Nubel. C'est à Douala. C'était principal jour de rentrée scolaire aujourd'hui. Ils ont reçu leur première leçon de langage ou même de morale dans un contexte tout à fait particulier. Une école particulière pour une rentrée particulière, racontée par Marie Aligui.
Les activités scolaires vont bon train au centre de rééducation des enfants sourds de New-Bel à Douala. En cette deuxième semaine, les tout-petits reçoivent leur première leçon de politesse en langage de signes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Au niveau 1 et 2, on apprend à compter les jours de la semaine. Lundi, il y a aujourd'hui, il y a lundi. Chez les plus grands, on révise les leçons de mathématiques. Comme partout ailleurs, la récréation est un moment d'échange, de partage et de retrouvailles entre amis. Dans cette école où les élèves semblent autant épanouis, les enseignants rencontrent malheureusement beaucoup de difficultés. Le travail n'est pas assez évident parce que les enfants, il y en a qui viennent fraîchement du quartier, puis nous devons recommencer par les préliminaires. Il y en a qui sont là depuis pratiquement 2 ans avec eux. Ils nous rendent un peu la tâche un peu plus facile. Nous avons un manque de matériel parce que généralement, pour mieux travailler avec eux, il faut toujours avoir des images. Je ne saurais quoi dire à l'enfant pour l'amener à comprendre que je suis en train de parler de la voiture ou de la moto. La communication en famille est un obstacle de plus car la plupart des proches ignorent le langage des signes. Le centre offre également des formations professionnelles à ses élèves pour faciliter leur autonomisation et leur insertion dans la société. Je vais vous amener dans la localité de Kiossi, c'est dans les profondeurs du sud Cameroun, à la frontière avec la Guinée équatoriale et d'un autre côté avec le Gabon. C'est une localité essentiellement commerciale, mais qui vit dans le noir depuis plusieurs années maintenant. Sauf que des bonnes nouvelles commencent à tomber. Le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire soutient un projet communal d'électrification. Il s'agit de mettre en place la centrale thermique qui est en marche, qui existait déjà là-bas, mais également d'attendre les connexions au barrage annoncé. La bonne nouvelle à Kiossi, telle que vécue par les autorités municipales et quelques responsables, c'est Baudelaire Moifou. La vallée du Ndem, ayant passé plusieurs années dans le noir, sera bientôt alimentée par l'énergie électrique. Les assurances sont faites par les exécutifs communaux de la ville. La commune, avec l'appui du gouvernement, est en train de tout mettre en œuvre pour que dans des brefs délais, on ait l'électrification urbaine. Selon le calendrier qui a été donné par les techniciens, et nous sommes sûrs que l'échéance de fin d'année, pour que la mine centrale soit pleinement fonctionnelle, sera respectée. Sur le terrain, les travaux avancent à grands pas. L'énergie viendra de la centrale thermique construite à l'entrée de la ville de Kiossi. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations de Kiossi, le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, a alloué une subvention à la commune de Kiossi pour la réhabilitation de la centrale thermique et le réseau électrique de la ville. L'obscurité est un facteur d'insécurité, mais aussi dans l'obscurité, il y a plein de choses qui peuvent contribuer négativement au bon fonctionnement d'une ville. Mais nous voulons l'électrification urbaine qui pourra permettre à d'autres promoteurs de grandes structures de venir s'installer. L'électrification de la ville pourra aussi impulser le développement de Kiossi. Après la mise en service du barrage de Menvele, l'énergie provenant du barrage sera facilement connectée au réseau électrique de Kiossi grâce à la centrale pour assurer la relève. Parlons sport à présent. Le champion du Cameroun pour ce qui est du championnat de première division est pratiquement connu. Eding Sport de la Léquier, le bleu aux dents très longues. Entre-temps, c'est pratiquement la descente aux enfers pour un autre club mythique du Cameroun, le Canon de Yaoundé, pratiquement condamné à la relégation. Comment comprendre cette descente aux enfers? Les patriarches et autres donnent leur point de vue. On parle même de malchance ou de malédiction dans cette enquête menée par Marcino Djabak. Dernier au classement avec 26 points à 3 journées de la fin du championnat, jamais l'on n'avait vu un Canon aussi déséquilibré. À chaque rencontre, le Kpakoum faisait pitié, le Kpakoum était sans âme. Ce club qui évoluera en deuxième division la saison prochaine vit depuis longtemps un malaise aux origines diverses. Des petits problèmes, des petites considérations, parce que vous ne pouvez pas croire que lorsque nous sommes à moins de 10 journées de la fin,
et que vous avez un enfant comme Pierre Ouemelène qui vous dit « Ok, je suis prêt à apporter des moyens si moi on me fait confiance ». Et que des gens aient des considérations telles que c'est un bassa, il faut... À cause de toutes les guerres que le canon subit, ceux qui donnent l'argent au canon, ceux qui aident le canon, ont décidé de ne pas mettre l'argent tant qu'il n'y aurait pas la paix dans le club. Vous avez donné l'équipe à un poisseux, à un malchanceux, à un gars qui pense faire des affaires avec ça. Non, non. En 87 ans d'existence et plusieurs fois lauréat sur le plan national et international, voici le seul patrimoine qui reste au club mythique de la capitale, le stade malien du quartier Anguissa dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, le reflet d'une gestion chaotique. Si ceux-là qui sont aujourd'hui étaient des gens forts, le canon aurait laissé un patrimoine. Canon Union, ça faisait 100 millions, j'étais petit. Les recettes, Canon tenait 100 millions. On n'a pas de stade, on n'a même pas un siège. On vous dit c'est sage, sage de quoi? Il y a le cas des patriarches qui forment le comité de sages qui devient de plus en plus problématique. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils si influents? Lorsque je partais, le compte du canon était fourni. Mais posez-vous la question, pourquoi en 2010, on revient me chercher? Ça fait plus de 20 ans d'écoulé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 20 ans-là? Le canon sportif de Yaoundé rejoint son cousin le Tonnerre Kalara Club en élite inférieure. Peut-être l'affiche d'ouverture de la MTN Elite 2 la saison prochaine. C'est ici que se referme cette édition du 20h sur la télévision africaine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé. Prenez rendez-vous comme tous les lundis soirs, 21h, le débat chrétien avec Thomas Mbega. Votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. Tout à l'heure, je voudrais vous recommander la cohésion et l'unité, la probité morale. C'est en ces termes que le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a ouvert la réunion portant sur l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Une occasion d'identifier les différents paramètres à retenir pour le recadrement du processus de dialogue à travers l'agenda présenté dans la feuille de route. Unique document de référence pour la promotion de la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Il est donc grand temps de passer à l'action. Si nous voulons ramener la paix, il faut d'abord poser certaines balises. La paix ne peut pas être ramenée sur toute l'étendue du territoire en 48 heures. Rappelons que cette réunion survient après celle tenue à Libreville le 17 juillet dernier, dont l'objectif est de rechercher davantage des voies et moyens pour aider la République centrafricaine à sortir de la crise sociopolitique. Les préoccupations du Tchad, quant à elles, ont un rapport avec le plan d'émergence de ce pays. Comment y parvenir avec le passage difficile de cette période marquée par la crise économique, chute du prix du baril du pétrole obligeant le Tchad s'est engagé dans une opération de séduction et de collecte de fonds à l'étranger. La première initiative a eu lieu, vous vous souvenez, du côté de la France et on le sait déjà, le Tchad est allé au-delà des attentes souhaitées. Plus de 3 000 milliards finalement sont annoncés dans cette cagnotte pour ce plan de développement économique qui devrait s'étaler sur 5 ans, Sidoine Monkam. Ces derniers jours ont particulièrement été fructueux pour la République du Tchad. Après avoir fait plus que carton plein au bout de 3 jours d'une opération de séduction auprès des investisseurs internationaux à Paris, le gouvernement tchadien a finalement obtenu 20 milliards de dollars de promesses d'investissement, soit 10 897 milliards de francs CFA. Un résultat largement au-dessus des attentes. Les promesses affichées par les 5000 partenaires publics et privés au cours de cette rencontre de Paris ont permis de planifier de nombreux projets comptant pour le plan de développement quinquennal 2017-2021 du pays. Le cas par exemple de l'Union européenne qui promet 925 millions d'euros, tandis que la Banque mondiale annonce 214 millions de dollars au titre de l'année en cours. La France, quant à elle, apportera 223 millions d'euros. Des contributions devant permettre de remonter l'économie du pays, déjà très affectée après la chute des coûts du pétrole, représentant plus de 70% des recettes budgétaires. Une situation
qui a contraint le gouvernement à prendre des mesures d'austérité, suivies des conséquences notamment sur le salaire des fonctionnaires, réduit de 200 000 à 150 000 francs CFA, avec de nombreux aérés, créant un malaise social dans le pays. Le gouvernement entend ainsi, grâce aux fonds collectés, engager un programme d'investissement massif à travers la mise sur pied de nouvelles infrastructures devant contribuer au développement du pays. Cependant, ces financements obtenus auprès des bailleurs de fonds internationaux devront entièrement tenir la promesse des fleurs pour éviter qu'ils ne produisent de nouvelles dettes dans ce pays classé au 3e rang des pays pauvres au monde et en proie à de nombreux problèmes, notamment la violation des droits humains et le terrorisme. Et ces chiffres qui donnent pratiquement froid au dos, ils viennent de la République démocratique du Congo et concernent une épidémie de choléra. On parle de 20 provinces sur 26 qui sont touchées, 25 000 cas, plus de 500 morts déjà enregistrés. Grosse inquiétude du côté de Kinshasa, avec également les inquiétudes de la communauté internationale, toutes ces structures engagées pour essayer de repousser cette épidémie de choléra. Vanessa Bindi. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, depuis quelques années, le choléra est devenu un problème majeur de santé publique en République démocratique du Congo. 20 des 26 provinces que compte le pays sont décoration à titre normal cette fois. Et c'est le patron des lieux qui va se charger de l'exercice à la grande satisfaction. Je remercie le ministre Léon Juste-Ibombo d'avoir positionné ma candidature. C'est un sentiment de bonheur que d'être honoré à ce niveau-là par les plus hautes autorités de l'État. Son Excellence Denis Sassou Nguesso vient donc ainsi de décerner des distinctions honorifiques à certains cadres nationaux pour des services rendus à la nation. Parlons encore de tensions sociales au Cameroun. Cette fois-ci, les ex-employés de la société Le Bus étaient en colère. Ils ont d'ailleurs barricadé l'entrée principale de la base de l'entreprise Stessi qui s'occupe actuellement du transport urbain dans la ville de Yaoundé. Ils revendiquent pas moins de 16 mois d'impayés de salaire et leurs droits sociaux. Ils avaient déjà manifesté il y a cela quelques jours. Ils sont revenus à la charge. La colère a quelque peu été tempérée par la descente sur le terrain de quelques autorités administratives. Florent Zanga. Le chef de l'État, au lendemain de la première grève, a ordonné, pendant que nous étions en cellule, a ordonné qu'on nous libère, qu'on paye nos droits. Ras-le-bol des ex-employés de la société Le Bus ce lundi au siège de Stessi, la nouvelle structure qui gère le transport urbain à Yaoundé. Le délégué du gouvernement est venu ici, il a fait une réunion ici à Tic Le Bus. Nous demandons de rester tranquilles avant que la nouvelle société n'entre, ils vont nous payer et que le gouvernement a donné tout jusqu'à la CNPS pour qu'on nous paye et qu'on ne peut pas nous enlever d'ici sans qu'on nous paye. Donc, quand on parle du liquidateur, ils ont déjà tout pris, voilà une nouvelle société, nous sommes dehors. Le site-ci nous appartient, c'est pour ça que nous sommes ici. Ils étaient une vingtaine à avoir pris d'assaut l'entrée de la structure pour mieux se faire entendre. Ils disent avoir usé de toutes les voies de recours pour entrer dans leur droit depuis des années sans suite favorable. C'est vendredi qu'on nous présente une lettre, une décision de nomination d'un liquidateur de l'entreprise qui est signée depuis janvier, le 4 janvier. Alors, le liquidateur, il vit où? Ses bureaux sont où? Nous ne savons pas. L'État leur doit 16 mois de salaire impayé. Leur mouvement d'humeur, sous le regard impuissant du personnel de la société Stessi, pour une énième fois visé à se faire entendre par les autorités et à prendre le peuple à témoin. Il faut que le peuple sache qu'on nous a mis dehors ici. Nous avons 16 mois d'arriérés de salaire. À l'heure où on nous met dehors, on n'a pas 100 francs dans la poche. Pendant près de 4 heures, la société est restée paralysée, tous les bus immobiles. Après de longues négociations entre le sous-préfet et les ex-employés de l'Obus, le premier bus sortira finalement pour effectuer sa tâche quotidienne. J'ai attendu le bus pendant près d'une heure de temps et ça m'a causé vraiment de très grands préjudices au niveau du lieu de service. Les ex-employés de la société Le Bus, incapables d'assurer l'éducation, la santé et les autres besoins primaires dans leur famille, interpellent le ministre des Finances. J'ai construit une famille qui est détruite. J'ai 3 enfants, je ne sais pas où ils sont. J'ai une épouse, je suis au tribunal pour divorce. Il faut que les autorités sachent ça. La prochaine fois, il n'y aura pas de banque ici pour barrer. Il y aura nos corps. Vous allez faire ce que vous voulez. Nous sommes nous aussi des Camerounais. On n'a ni emploi, on n'a ni salaire, on n'a ni...
Faites quelque chose pour nous. Une situation de plus et de trop qu'ils entendent porter à l'attention du chef de l'État. Allez écouter justement ces ex-employés de l'Obus. On a l'impression d'écouter les ex-employés de Sotuc qui tenaient pratiquement le même langage, qui portaient les mêmes revendications. Souvenez-vous que c'est en 1995 que la Sotuc mettait la clé sous le paillasson. Depuis la Sotuc, l'Obus et aujourd'hui Stécie, on a l'impression de ne pas être sorti de l'auberge. Et du coup, beaucoup parlent de l'échec du système de transport urbain dans les villes camerounaises. C'est l'enquête de Nathan Amoukou. Cela fait et maintenant les affres des actes de terrorisme avec des cas récurrents. L'Afrique victime ou responsable, la question reste encore posée étant donné que les différentes mobilisations tentent à faire croire ou à dire que l'Afrique est victime d'une guerre qu'elle n'a pas forcément provoquée. Mathieu Wamba. Le 11 septembre 2001, le monde était secoué par un attentat spectaculaire aux États-Unis d'Amérique. Attentat qui avait frappé les tours jumelles du World Trade Center. Un acte revendiqué par Al-Qaïda, une organisation terroriste dirigée par Osama Ben Laden. Une journée noire pour l'Amérique, mais également pour le monde occidental qui était confronté plus que jamais là à une nouvelle forme combattante de l'ennemi, liguée contre ses intérêts. Les attentats du 11 septembre ont eu la particularité, n'est-ce pas, de rapprocher des superpuissance qui était déjà quelque peu en divergence. 16 ans plus tard, même avec la mort de Ben Laden au Pakistan, rien n'a vraiment changé. Sinon en pire, car cette guerre jadis lancée contre la toute-puissante Amérique est devenue une guerre et un phénomène international. Le monde entier vit les secousses du terrorisme, ce que nous appelons terrorisme contemporain, qui, de mon point de vue, ne cesse effectivement, n'est-ce pas, de s'accroître en dépit des coalitions contre le terrorisme, justement. L'Afrique jusque-là épargnée est depuis 10 ans en proie au phénomène au Maghreb et tout récemment dans la bande sahélo-saharienne. Aujourd'hui, c'est justement la résultante, n'est-ce pas, de la force qui existe, ou du rapport de force qui existe entre l'Occident et l'Asie. Et l'Afrique subit tout simplement les conséquences. Il faut donc, dans un premier temps, que les Africains eux aussi contribuent à résoudre un certain nombre de problèmes en Asie. Une journée pendant laquelle la solidarité et l'entraide devraient prévaloir pour venir à bout d'un phénomène qui n'épargne personne et crée la désolation dans plusieurs régions du globe. À nouveau frappé hier dimanche, c'est la Somalie qui a subi encore les attaques terroristes revendiquées par le groupe El Shebab. On parle de 4 morts et environ 13 blessés. C'est dans le centre du pays au moment où le continent africain, du moins une partie de ce continent, essaye de se mobiliser à travers le G5 Sahel. Karine Okomo. Encore une attaque de plus en Somalie. Cette fois, c'est la ville de Beledweyne dans le centre du pays qui a été le théâtre d'un attentat suicide ce dimanche. Au moins 4 personnes ont été tuées et 13 autres blessés ont été enregistrés dans cette explosion. L'attentat a été revendiqué par les insurgés islamistes Shebab dans un communiqué posté sur le site internet de leur station radio. Les assaillants ont également revendiqué l'explosion du quartier général des apostats ayant causé la mort de plusieurs soldats du contingent de Djibouti. Il y a quelques jours, des soldats de l'armée régulière ont été tués dans une attaque contre leur base située à Bulogadoud, dans le sud du pays. Rappelons que les Shebab mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides dans le pays depuis la perte de leur bastion en 2011, ceci malgré le soutien de la communauté internationale et de la force de l'Union africaine en Somalie. Et l'Union africaine qui est toujours dans la recherche des voies de sortie de crise en République centrafricaine. Les réflexions autour de l'opérationnalisation de la feuille de route de l'initiative de l'Union africaine. Les travaux se sont ouverts aujourd'hui à Bangui, en RCA justement. Il est question de mettre en place ces mécanismes qui devraient permettre la paix pour tous les Centrafricains. Véronique Boudou. La paix n'a pas de prix. Mais la paix est totalement exigence. C'est pourquoi, à vous membres de ce panel, je voudrais, au nom de tous mes collègues,
des pays membres que j'ai cités. C'est également par des maladies locales. La République démocratique du Congo, frappée par une forte épidémie de choléra. 20 des 26 provinces que compte ce pays, frappées par cette épidémie qui affiche déjà plus de 500 morts. Les organisations internationales, aux côtés du gouvernement congolais, essayent de s'organiser. Dans cette édition également, nous vivrons les conséquences de la gestion du secteur de transport urbain au Cameroun. Les ex-employés de l'Obus ont marqué un mouvement de grève aujourd'hui à Yaoundé. Ils revendiquent pas moins de 16 mois d'impayés de salaire et de droits sociaux. Mais la question dans cette édition du 20h, pourquoi le Cameroun semble avoir échoué dans le secteur du transport urbain? Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. À nouveau, bonsoir et bienvenue. On ouvre ce journal par ces textes signés du président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, qui décide pour la première décision, vu l'arrêté du 26 mai 1995, portant création du journal L'Anecdote, vu le statut particulier du groupe L'Anecdote, vu le règlement intérieur, vu l'organigramme du groupe, vu ses attributions, vu les nécessités de service. Le président directeur général du groupe L'Anecdote décide. Article 1er, M. Oona Martial Tadé, journaliste, est pour compter de la date de signature de la présente décision, nommé rédacteur en chef à Satellite FM. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages prévus par le règlement intérieur. Article 3, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur des affaires financières et comptables, le directeur, chef de service du personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision, signée le président directeur général Jean-Pierre Amougou Belinga. Autre décision du PDG du groupe L'Anecdote, article 1er, M. Niemek Pierre est pour compter de la date de signature de la présente décision nommée chef service du personnel en remplacement de Mme N.J. Lovelin, épouse Commet. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages prévus par le règlement intérieur. Article 3, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines et le directeur des affaires financières et comptables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Jean-Pierre Amougou Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, qui décide également, article 1er, M. Mbida Roméo Syriac, journaliste, est pour compter de la date de signature de la présente décision nommé directeur chef de chaîne à Satellite FM. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages prévus par le règlement intérieur. Article 3, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur des affaires financières et comptables et le chef des services du personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Autre décision, article 1er, M. Minko Serge Francis est pour compter la date de signature de la présente décision nommé chef service de l'administration en remplacement de M. Ondoa Jean-Marie. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages prévus par le règlement intérieur. Article 3, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur des affaires financières et comptables et le chef des services du personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision signée Jean-Pierre Amougou Belinga. Voilà pour ce qui est de ces différentes décisions. Parlons actualité maintenant avec cette mobilisation autour du World Trade Center, ce qui en reste du côté de New York. Plusieurs Américains, plus du millier, se sont mobilisés. Ce sont les proches des familles, des survivants, les proches des secouristes décédés, des secouristes également et plusieurs autres personnes pour rendre hommage et se souvenir justement de cet attentat difficilement vécu par les États-Unis et par le monde. À cette occasion également, les cloches ont retenti lors de la prononciation des noms des plus de 3000 victimes enregistrées lors de cet attentat. Et ce 11 septembre, vous le savez, est journée du souvenir, mais journée mondiale de lutte contre le terrorisme, le continent africain qui s'interroge et qui subit depuis plusieurs années. Déjà touché jusqu'ici par cette épidémie, le nord et le sud Kivu, la Tanganyika sont les principales provinces charnières de cette épidémie, dont la progression rapide est qualifiée d'inquiétante par les autorités sanitaires. À ce jour, 2400 cas suspects ont déjà été signalés dans la seule province du Sud Kivu, à l'est du pays. Le facteur aggravant de cette situation, c'est la crise économique que traverse le pays, car celle-ci rend encore plus vulnérable le large pan de la population. Nous n'avons pas de robinet ici. Nous buvons cette eau et nous y faisons aussi les tâches ménagères. Néanmoins, les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé ont pris la décision en fin de semaine dernière
de mettre sur pied un plan de riposte pour stopper cette épidémie. Et la première mesure est ce financement de l'OMS à hauteur de 400 000 $. Nous avons travaillé sur un schéma directeur pour intervenir sur le réseau. On a pu mettre en place la première phase des travaux qui consistait à un peu plus de 2,5 km de pose de tuyaux et un réservoir de 500 m3. Rappelons qu'en 2016, 700 décès de suite de choléra avaient déjà été enregistrés en République démocratique du Congo, où la majeure partie de la population vit dans la pauvreté et la promiscuité. Parlons de cette visite de travail du président de la Guinée-Bissau, José Manuel Vaz, pour une énième fois au Congo. Visite de travail, dit-on officiellement. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre les deux pays, mais surtout le compte rendu de la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise en Libye, entre autres sujets évoqués par les deux personnalités. Pascal Ngangandiaï pour le compte rendu. C'est sous le coup de l'après-midi que le président José Mario Vaz de la République de Guinée-Bissau a été reçu à l'aéroport de Maya-Maya de Brazzaville par le Premier ministre de la République du Congo, Clément Mwamba. Le président José Mario Vaz, dont ce n'est pas le premier séjour en terre congolaise, a placé cette visite dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères qui, depuis quelques années déjà, cheminent ensemble dans le cadre de l'intégration africaine. Dans la journée de demain mardi, le chef de l'État bissau-guinéen, José Mario Vaz, présidera au palais du peuple de Brazzaville la cérémonie de décoration de son homologue, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Restons là-bas du côté du Congo-Brazzaville avec ces récompenses et ces décorations attribuées à quelques personnalités de la République. Décision du président Denis Sassou Nguesso. Parmi les personnalités, vous allez le voir, le ministre des Postes et Télécommunications qui vient également de recevoir sa médaille. Jean-Pierre Noy nous parle justement de ces décorations. Léon Juste Ibombo, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, vient d'être élevé à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais. Il vient de recevoir sa distinction, cérémonie présidée par le grand chancelier des ordres nationaux. Nous vous faisons officier dans l'ordre du mérite congolais. Merci. Nommé au grade d'officier par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le récipiendaire a tenu à remercier qui de droit. Les sentiments qui nous animent sont les sentiments de grande gratitude. Grande gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, honorés. Changement de décor, cette fois, c'est la grande cour du ministère. Certains collaborateurs du ministre, Léon Juste Ibombo, ont également reçu des